Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EnduroFlow. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Bazin, journaliste, auteur et rédacteur chez Trail Endurance Mag. En quelques mots, Sylvain, c'est une trentaine de livres publiés, une connaissance encyclopédique du trail et une capacité rare à faire dialoguer aventure, culture et engagement. Et c'est aussi un coureur, un homme de terrain, guidé par la curiosité, le goût de l'effort et les histoires que racontent les chemins. Il a parcouru les sentiers du monde entier, toujours animé par une soif de découverte, de silence et d'élévation. Avec le temps, sa pratique a évolué, moins portée par la recherche de performance, et plus nourrie par le simple plaisir de l'effort, la curiosité et le lien avec les territoires traversés. Dans cet épisode, on parle de ses défis sportifs les plus marquants, de l'aspect spirituel du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi de ses réflexions autour de l'évolution du trail. Comme d'habitude, voici un petit aperçu de tout ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Comment il a su faire évoluer sa pratique avec l'âge, sans rien perdre de la passion, l'histoire derrière son tout premier livre, point de départ d'une trentaine d'ouvrages, ce que représente pour lui le chemin de Compostelle, la création d'un projet original, un manga pour sensibiliser les ados aux enjeux environnementaux, les effets positifs et négatifs de la popularisation du trail, et pour finir, une anecdote croustillante sur son championnat de France de 10 000 mètres et d'un speaker un brin moqueur qui aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, et si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner et à laisser une revue 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux un peu plus de contenu exclusif, de retours d'expérience et de conseils de mes différents invités, alors je t'invite à t'abonner au compte Instagram EnduroFlow-6. Le lien sera également disponible en description. Sans plus de transition, je te laisse apprécier mon entrevue avec Sylvain Bazin. Bonjour Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elodie, merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis Sylvain Bazin, j'ai 46 ans, bientôt 47. Je suis journaliste spécialisé en fait dans les activités de pleine nature, donc essentiellement la course à pied, le trail, la randonnée, le trek et le voyage à vélo. C'est vraiment mes sujets de prédilection et ceux sur lesquels j'écris au quotidien. Alors je suis rédacteur en chef de Trek Magazine depuis peu aussi, depuis très peu de temps. Je suis directeur des rédactions de tous les magazines qui concernent l'outdoor à France Média Édition. Et on a notamment racheté Trail Endurance Mag que les trailers connaissent bien. Donc maintenant je m'occupe aussi de l'éditorial de Trail Endurance Mag. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous raconter toi un petit peu, c'est quoi ton histoire avec le sport, comment tu y as pris goût et comment tu t'es pris de passion pour les sports d'endurance, la course à pied en particulier? Alors bah moi j'ai commencé enfin j'ai toujours couru hein, comme je dis souvent tous les enfants courent, moi j'ai jamais arrêté. Et alors j'ai commencé la compétition quand j'avais 11 ans. Par le cross et l'athlétisme sur piste grâce à l'UNSS, hein, le sport scolaire. C'est ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Bon, histoire classique, hein, on participe avec des copains au cross des collèges. On fait, on s'était inscrit à l'association sportive du collège en athlétisme. Et ça a tout de suite été presque un coup de foudre, hein. Alors j'aimais courir déjà, hein, même avant de pratiquer vraiment l'athlétisme, j'ai toujours aimé courir. On organisait des courses même avec entre gamins. C'était toujours mon frère ou moi qui gagnions, donc on aimait bien ça. Et puis le déclic a lieu comme ça dès les premières courses scolaires. Je me souviens, c'était un 600 mètres à l'époque, 600 mètres en salle, mais qui avait lieu en plein air, parce qu'il n'y avait pas la salle adaptée, dans les Yvelines. Et puis ensuite, j'ai toujours continué, mais c'est vite devenu une véritable passion, quoi. Je me suis aussi beaucoup passionné même pour l'histoire de l'athlétisme, dès le début de mon adolescence. Je lisais un peu tout ce qui concernait la course à pied, l'athlétisme, les grands champions d'antan et tout. Donc ça a été vite une grande histoire dans ma vie. Et alors après, j'étais naturellement tourné, je pense, vers les épreuves les plus longues possibles. C'est aussi celles pour lesquelles j'avais sans doute le plus de qualité. Même si, des fois je tâtonnais un peu sur la distance à trouver, mais j'étais toujours attiré dès l'adolescence par les distances les plus longues qu'on pouvait courir en compétition.
aux âges, voilà, en cadet, en junior, tout ça, en espoir. Je me suis tout de suite tourné vers le plus long possible. Bon, après, alors avec quelques succès relatifs, mais bon, quand même, j'étais pas trop mauvais. J'étais dans les 5 meilleurs Français sur 10 000 mètres en espoir, sur semi-marathon. J'avais fait le meilleur temps français espoir de l'année sur marathon. Bon, il n'y a pas beaucoup d'espoirs qui couraient à ce moment-là le marathon, mais ouais, j'avais fait 2h33 à 22 ans, donc c'était pas trop mal. Et puis, bah voilà, c'était une grande passion. Et le trail, je l'ai découvert aussi relativement tôt et relativement jeune, hein. J'ai commencé le trail en 99, donc c'était encore les débuts de la discipline, et je me souviens que j'avais fait donc la grande course des Templiers, hein, en 99. Donc c'était ma première course d'ailleurs au-delà du marathon, j'avais 21 ans. Et c'était aussi une expérience assez marquante parce que c'était la première fois que je courais à la fois aussi long et sur des terrains aussi difficiles. Et puis bah, ensuite, j'ai continué un peu sur tous les fronts de la course à pied pendant quelques années, hein. Je faisais du trail et de la route essentiellement, encore un peu de piste, mais de moins en moins après mes études. Et puis c'est vrai qu'ensuite, bah, le trail a pris le pas. J'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de courses en nature, de trail, un petit peu partout dans le monde aussi. J'ai eu la chance de pas mal découvrir et voyager à travers ces différentes épreuves. Et voilà, et puis de rencontrer aussi d'athlètes et de gens très sympathiques et très passionnés aussi à travers toutes ces années où j'ai beaucoup, beaucoup couru un peu sur 5 continents, quoi, voilà. C'était toujours des courses, organisées ou est-ce que tu as fait des défis un petit peu, voilà, que tu t'es lancé à toi-même, des défis un petit peu, off? Ouais, alors ça a été pendant les premières années, essentiellement sur des courses organisées. Alors parfois avec des toutes petites organisations où on était finalement pas loin de l'esprit de trail off, hein, parce on était parfois 15, 20 dans des endroits relativement sauvages et isolés. Donc ça pouvait s'assimiler un peu à ce qu'on appellerait le off, hein. Disons que mais bon, ça restait, on va dire, des courses organisées, hein. J'ai couru au Népal, par exemple, bon, dans des choses où on était quand même, c'était relativement des petits comités. Mais ensuite, ouais, si à partir notamment de 2012, j'ai vraiment réalisé des défis plutôt, enfin des défis et des voyages en courant en fait, hein, personnels. En 2012, j'étais parti de chez moi. J'habitais à l'époque à Aix-les-Bains et j'étais allé jusqu'à Fisterra, donc après Saint-Jacques-de-Compostelle, là où se termine au bord de la mer les voies jacquères en fait, hein. Et donc là, c'était 2000 kilomètres que j'avais parcouru en 40 jours, mais voilà, c'était. Et ensuite, j'ai fait d'autres, on va dire, grandes randonnées en courant, notamment sur la Via Francigena. J'étais parti de Canterbury, j'étais allé jusqu'à Rome, ça faisait 2200 quelques kilomètres. Pareil, je faisais à peu près 55 kilomètres par jour à ce moment-là. Et voilà, après je faisais aussi des randonnées, là pour le coup en marchant euh, plus en solitaire déjà c'est à cette époque-là, mais là c'était vraiment des voyages en courant où il y avait quand même une dimension, c'est vrai, de défis sportifs et de défis personnels, parce que même si j'étais vraiment dans le voyage, aussi dans la découverte, dans la rencontre, c'est vrai que malgré tout, parcourir 55 kilomètres par jour, ça restait un défi assez conséquent, où j'avais pas ou très peu d'assistance, donc je le faisais avec un sac à dos, tout ça. J'avais pas de kiné pour me masser le soir ou des choses comme ça. Donc ça restait ouais, quand même des défis assez importants. OK, et aujourd'hui, du coup, quelle place, la pratique du sport a dans ta vie? Alors, elle est toujours très importante. Elle a quand même pas mal évolué, bah, à la fois parce que bon, mes inclinaisons, on va dire contemplatives et puis de découverte m'amènent maintenant sans doute à préférer un petit peu le trek, la rando pédestre à la course à pied. Après, j'aime toujours courir. Malheureusement, je peux moins le faire vite parce que j'ai vraiment un tendon d'Achille
qui a commencé à trouver que le traitement que je lui avais fait subir était sans doute un peu trop rude. Et du coup, j'ai un peu ouais, c'est quelque chose qui ressemble à la maladie d'Algoun. Je crois que c'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, voilà, j'ai l'insertion du calcanéum et du tendon d'Achille à droite qui s'est pas mal calcifié, tout ça. Donc c'est un peu compliqué pour moi de courir aussi intensément que je le voudrais. Et dès que je cours vraiment vite, c'est un peu compliqué. Alors après, ça m'empêche pas quand même de participer à quelques courses, de courir quand même, mais c'est vrai que c'est moins maintenant le centre de ma pratique sportive. Après, bon, là, typiquement, il y a 10 jours, j'étais au Maroc, pas allé depuis très longtemps. J'ai fait un trail par étapes bon, c'était quand même 150 km en 4 jours. Bon, voilà, c'était toujours, j'aime bien encore me fixer quelques petits défis comme ça dans l'année, mais c'est vrai que c'est quand même moins intense et je vais moins vite qu'avant. Mais bon, faut l'accepter. Puis je pense que c'est aussi important, au fil des années, de conserver enfin, de faire évoluer sa pratique sportive. Parce que je trouve ça toujours un peu triste si on reste typiquement focalisé sur une distance, sur une discipline, parce que malgré tout, en vieillissant, à part régresser, il n'y a pas tellement d'autres perspectives, sauf pour les gens qui ont évidemment commencé tard. Mais bon, moi, c'est pas mon cas, donc forcément, mes meilleures performances, elles commencent à dater, hein. Je les ai faites, typiquement, moi j'ai progressé chronométriquement et tout ça, tant que j'étais étudiant, donc jusqu'à 23-24 ans. Après, en travaillant, c'est déjà plus compliqué. Bon, après, j'ai pu maintenir quand même un bon niveau de performance jusqu'à 30-35 ans. Puis ensuite, voilà. Mais justement, enfin, je suis vraiment heureux dans ma pratique sportive actuelle parce qu'elle est, j'ai pas vraiment à la comparer avec ce que je faisais avant, comme je suis plus vraiment dans la performance pure, je suis pas frustré par le fait d'avoir perdu une demi-heure au semi-marathon, ce qui est le cas, mais enfin, au moins, ça me perturbe pas trop, quoi, voilà. Donc, Ok, mais sur le moment, est-ce que c'était le cas quand tu voyais le début de la régression, on va dire, que tu dit que tu pouvais plus progresser? Non? non, c'est quelque chose. Alors oui, au tout début, peut-être vraiment notamment, quand je suis rentré vraiment dans la vie professionnelle, que j'avais moins le temps de m'entraîner que quand j'étais étudiant, donc je restais quand même jeune, donc je pouvais avoir ouais, cette envie de progression et tout. Là, à ce moment-là, ça m'avait un peu chagriné de plus pouvoir m'entraîner comme je le voulais. Mais ensuite, justement, en passant vraiment de la course sur route et de l'athlétisme au trail, j'avais déjà moins cette notion de performance. En fait, le trail, typiquement, je l'ai jamais abordé comme un sport pour la performance, même si bon, j'ai gagné quelques courses, tout ça, mais enfin, c'était pas, pour moi, c'était plus justement cet aspect découverte, de courir longtemps en pleine nature, qui m'intéressait là-dedans. Et de la même façon, après, lorsque j'ai fait davantage évoluer ma pratique vers la randonnée, tout en conservant un peu de trail, tout en ayant un petit peu encore de contact avec la course à pied classique. Bon, du coup, je pouvais vraiment beaucoup mieux accepter le fait d'être moins rapide. Donc, j'ai pas, là, ces dernières années, je vis pas ça comme un drame du tout. Mais c'est vrai il faut quand même l'accepter et que au début, peut-être, c'est un peu difficile. Mais justement, je pense que c'est en variant les plaisirs, en variant les découvertes qu'on arrive aussi à faire évoluer sa pratique sportive de façon heureuse et sereine. Parce que c'est sûr que si je m'étais accroché à faire un meilleur temps au semi-marathon, bon, ça aurait été compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, sur un petit peu toutes les aventures que tu as faites, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement plus que les autres? Alors, je dirais qu'il y en a 2 qui m'ont marqué, de façon, très très différente. L'une, plutôt négativement quand même, quand j'ai essayé de traverser, l'Himalaya népalais tout seul là, et en mode, ouais, on va dire trail, fast moving comme on dit. Où là j'ai chuté, je me suis cassé les 2 bras. Bon, j'ai vraiment failli rester là-bas. Voilà, bon, ça a été une expérience finalement positive puisque je m'en suis sorti. J'ai été secouru par un groupe de Japonais et bon, c'était vraiment une expérience forte aussi, une rencontre
très importantes. Et puis j'ai pu aussi aller les remercier au Japon l'année d'après. Donc ça, c'était finalement une expérience très positive, mais bon, quand même un peu traumatisante parce que c'était une situation extrême. Et l'autre expérience qui m'a marqué, mais là vraiment de façon positive, c'était, je pense, mon premier voyage vers Saint-Jacques, qui était la même année juste avant d'ailleurs, mais où là ouais, j'étais vraiment, c'est vraiment une belle découverte, voilà, le fait de, bah, justement de partir le matin, de savoir où on va s'arrêter le soir, mais bon, finalement, on a un peu que ça à penser dans la journée et on est pleinement ouvert à la découverte, aux rencontres sur le chemin, voilà, puis qui est dans un cadre qui est finalement à la fois agréable, pas dangereux, mais aussi très varié, puisque finalement on passe de coins de pleine nature, et quand même il y a aussi des villages, des villes, donc ce que j'ai particulièrement aimé sur un voyage de cette durée-là, c'est-à-dire quand on part sur plus d'un mois et demi, 2 mois de voyage, il y a le fait de pas être tout le temps dans le même cadre naturel, même si bon, des choses qui sont splendides, hein, mais c'est vrai que la variété sur un chemin comme le Saint-Jacques, ça m'avait beaucoup plu. Et puis voilà, le fait de justement d'être aussi un peu dans son défi, parce qu'il y avait quand même voilà, un engagement un peu physique et spirituel, le fait de parcourir une distance pas si simple que ça à gérer tous les jours. Et voilà, mais ça, c'est vraiment pour le coup un très bon souvenir et quelque chose qui m'a marqué. Après, j'ai aussi du coup beaucoup écrit sur les chemins de Saint-Jacques après, donc voilà, j'y suis aussi beaucoup retourné, pas forcément d'une façon aussi sportive après, enfin même s'il y a toujours la marche, hein, qui est un facteur commun à toutes ces randonnées-là ensuite, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, ouais, on peut dire. OK. Justement, tu l'as rapidement mentionné, je voulais te demander justement s'il y avait une démarche un petit peu, spirituelle derrière ça. Si oui, laquelle justement? Quelle était un petit peu l'intention au moment où tu as pris le départ? Ouais, bah alors sur les chemins de Saint-Jacques, c'est vrai que l'aspect spirituel, historique, mettre mes pas dans ceux des hommes qui ont recherché aussi toute cette spiritualité depuis des siècles, ça m'avait beaucoup inspiré dès le départ. C'est pas une démarche religieuse parce que je suis pas quelqu'un de religieux, mais par contre, quand même, oui, on va dire la puissance historique de ce chemin, le fait qu'il y ait quand même aussi beaucoup de monuments, beaucoup de traces de cette recherche spirituelle, ça m'avait vraiment, vraiment inspiré, et ça continue de m'inspirer. J'aime les chemins où il y a un peu d'histoire aussi. Ouais, c'est vrai que ce sont des chemins qui me plaisent particulièrement, souvent aussi parce qu'ils sont quand même mêlés à de beaux coins naturels, hein. Bon, quand on traverse le plateau de l'Aubrac, tout ça, c'est un peu des chemins, enfin des milieux qui sont aussi empreints de spiritualité, hein, même dans leur ampleur naturelle. Alors, on peut aussi le retrouver, ce genre de sensation en pleine montagne, hein, c'est pas complètement antagoniste, mais voilà, ce sont des chemins qui m'inspirent aussi pour ça, et puis pour toutes les traces en fait que les autres êtres humains qui ont marché sur ces mêmes lieux, en cherchant quand même, alors peut-être que leur démarche était plus purement religieuse, mais quand même il y avait toujours un peu enfin voilà, l'esprit divin, on va dire, qui émane un peu de ces parcours. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui m'attirait. Et je pense que dans ma première expérience sur les chemins de Saint-Jacques, c'est quelque chose que j'ai un peu ressenti aussi en marchant et en courant, puisque là, bon, j'alternais, hein, de toute façon, quand je faisais 50 km par jour, je courais et je marchais beaucoup aussi, enfin voilà, en marchant d'un bon pas, quoi. OK. Est-ce que tu as des petits retours d'expérience justement de moments où tu t'es senti un petit peu transcendé justement sur ces chemins? Est-ce qu'il y a Ouais, des bah, je me expériences que tu souviens as lors vécues qui t'ont de marqué? Je me souviens, bah, notamment aussi, alors pour le coup, sur la Via Francigena, dans la deuxième partie en Italie, j'avais eu la chance d'être accompagné par
des partenaires italiens qui avaient une agence de trekking hein, qui s'appelle Mandala Tour, qui organisait aussi à l'époque, et je pense qu'ils le font toujours un petit peu, des courses par étapes dans le sud de l'Italie. Et là, il y avait des guides qui m'accompagnaient tous les jours, hein, qui sont devenus des amis aussi. Et pour le coup, je pouvais comme ça aussi me délester un peu de mon sac à dos. Et du coup, je pouvais courir vraiment voilà, je courais 50 km par jour, mais là, c'était en courant. Et c'est vrai que j'avais du coup ouais, une certaine forme physique. Et typiquement, ouais, moi, je me souviens même de moments là vraiment un peu euphorique où cette sensation vraiment d'être voilà, de ne faire qu'un avec le paysage, de se déplacer, notamment je me souviens d'un passage dans le rythme de voilà du champ de blé avec le vent, et d'être vraiment en plein accord avec ce mouvement-là tout en courant, et sans ressentir de fatigue ni de difficulté à courir, donc se sentir vraiment parfaitement libre et en accord avec la nature qui m'entoure. Donc ça, ouais, ça c'était des moments comme ça de sensations un peu d'état de grâce qui étaient, je pense, qui sont assez difficiles à trouver finalement, même peut-être en courant dans un autre contexte ou plus compétitif, même s'il y a d'autres. Enfin, je me souviens quand même de très bonnes et très, très agréables sensations en courant en compétition, en se transcendant aussi, hein, mais là, c'était vraiment juste ouais, ce moment un peu magique finalement. Ça, c'est un bon souvenir. Ouais. Ouais, j'en parle en ouverture d'un de mes livres, c'est un livre un peu, c'est un essai en fait, qui est dans la collection La petite philosophie du voyage chez Transboréal, qui s'appelle Les défis de la course. Et justement, je parle aussi de ce moment-là en fait pour ouvrir mes propos. Mais c'est vrai que c'est un petit moment qui m'a marqué. Et voilà. Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des rêves que tu as toujours eus, des rêves sportifs que tu as toujours eu depuis des années et que tu n'as pas encore réalisé? C'est difficile à dire. Alors, il y avait des rêves de performance que je ne réaliserai jamais. Donc ça, il faut en faire le deuil. Mais non, j'ai pas vraiment de frustration tellement. Voilà. Bon, après, en termes de, il peut y avoir encore des épreuves sportives qui m'intéresseraient de faire, mais non, j'ai pas de grosses frustrations. Alors après, voilà, il peut y avoir des courses qui m'inspirent encore, hein, en trail, des choses comme ça. Bon, après, il faut que je vois si je me sens capable ou pas de les faire. Mais maintenant, je suis quand même davantage sur le trail. J'aime bien, voilà, me fixer quelques défis encore chaque année, mais on va dire relativement raisonnable par rapport à ce que je faisais avant. Et non, j'ai pas de frustration. Après, j'ai encore pas mal de rêves en trek. Il y a encore quelques belles choses que j'aimerais faire, mais de toute façon, j'aime aussi un peu toutes les nouveautés. C'est ce qui est intéressant, bon, dans la grande randonnée, dans le trek, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouveaux parcours, d'initiatives qui se développent un peu partout, à la fois en France, en Europe et même au-delà, et qui sont vraiment intéressantes parce que voilà, ça y est une création de sentiers, d'itinéraires, d'itinérance qui permettent vraiment de découvrir des endroits d'une nouvelle façon, en marchant, en courant, ça peut se décliner. Et ça, je suis quand même toujours alors, très à l'affût, puis c'est aussi mon métier de découvrir un peu ces nouveaux parcours. Et c'est surtout cette appétence-là maintenant qui me guide au quotidien. Ouais. Ok. Tu nous as dit du coup oui, que tu documentais un petit peu tout ça. Quand est-ce que tu as commencé à écrire sur tes différentes aventures? Alors en fait, j'ai quasiment mes premiers écrits sur la course à pied, tout ça, c'était dans la presse locale ouais, que je courais pour le club d'athlétisme. J'écrivais des articles dans la presse locale, donc j'ai toujours, bon, ça quand j'étais lycéen, hein, donc il y a longtemps. Et j'ai toujours continué à écrire un petit peu.
Et donc après, alors bon, au début de ma carrière professionnelle, mon premier métier, j'étais conservateur de bibliothèque, donc c'était pas tout à fait la même chose, mais j'ai toujours continué un peu à faire du journalisme en parallèle de ce premier métier, avant d'en faire mon métier à temps complet. Alors dans la presse spécialisée, j'ai commencé à écrire en 2004, donc ça fait quand même 21 ans maintenant sur ouais, un magazine qui a disparu depuis. Bon, au début, je racontais mes courses, hein, en fait, hein, tout simplement. Et puis ensuite, bon, bah, je me suis professionnalisé évidemment là-dessus. C'était aussi le tout début des blogs, hein. J'avais fait un des premiers blogs sur la course à pied et sur le trail, hein, qui portait mon nom et que j'avais comment démarré en 2006 ou 2007. Donc voilà, j'étais quand même dans les pionniers, on va dire, de ce mode voilà, d'écriture et de, et de communication. Donc c'est vrai qu'à bah ouais, à l'époque, je racontais essentiellement mes courses. Ouais, et puis bah, comme c'était des courses souvent un peu liées au voyage et tout, ça avait quand même pas mal d'audience. Et ensuite, bah, du coup, oui, j'avais aussi cette écriture plus professionnelle. Enfin, même si mon blog s'est assez vite professionnalisé, mais j'avais cette écriture plus professionnelle sur les magazines. Au début, vraiment la presse spécialisée course à pied et trail. Et puis ensuite, bah, j'ai assez vite écrit aussi sur la randonnée, sur d'autres activités, sur le voyage. Enfin, voilà. Donc, mais j'ai toujours lié un peu la pratique de la course à pied à l'écriture, à la recherche historique aussi. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup passionné enfin voilà, je, j'ai toujours beaucoup renseigné finalement sur la pratique, sur son histoire, sa signification. Enfin voilà, donc j'ai toujours un peu lié tout ça et bah ouais, depuis presque 20 ans, c'est aussi mon métier, donc c'est chouette de pouvoir lier les deux aussi, quoi. Enfin voilà, moi j'écris sur des sujets qui me passionnent et en même temps, bah, voilà, les sujets qui me passionnent nourrissent mon écriture, donc c'est plutôt stimulant. Ok. Et quand tu dis que ça a commencé à se professionnaliser, c'était quoi du coup un petit peu les sujets que tu abordais, que tu n'abordais pas avant, les premiers sujets, les premiers thèmes que tu Alors, abordais? alors après, bah, sur mon blog, c'était quand même un blog au ton assez personnel, hein, donc je racontais mes courses, mes voyages, mes aventures, un peu, voilà. Mais c'est vrai que c'était le tout début. Il y avait pas encore d'influenceurs à l'époque. Enfin, c'était pas un métier identifié, mais on peut dire que ouais, j'étais parmi les premiers qui en parlaient sur ce ton-là. Il y avait pas le vlogging non plus. Et peut-être que voilà, si j'avais eu 20 ans de moins, j'aurais sans doute fait peut-être un vlog ou des choses comme ça. Mais voilà, c'était quand même ce ton qu'on retrouve un peu maintenant, même si c'était peut-être moins dans l'hyper personnalisation, on va dire, enfin, le focus complet sur toujours moi et moi. Mais quand même, voilà, je racontais mes courses, je racontais ma vision de la course à pied, tout ça. Alors ça, c'était sur mon blog. Après, évidemment, sur les magazines, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient de l'ordre du retour d'expérience, ce que j'aime écrire de toute façon, hein, même si c'est un retour d'expérience qui permet aux lecteurs de se projeter, eux, sur une prochaine participation ou sur le prochain voyage qu'ils vont faire. C'est donner les clés tout en ayant quelque chose qui soit pas trop, voilà, de l'ordre d'un compte rendu trop plat ou voilà, c'est parce que finalement, c'est aussi parce qu'on vit chacun des émotions sur ces épreuves, pendant ces voyages, voilà, qu'il y a un intérêt justement à les partager, même si elles peuvent être relativement personnelles. Euh, voilà, il y avait toujours ça, et effectivement, c'est un peu moi, même dans mon écriture actuelle, il y a toujours cet entremêlement entre voilà l'expérience personnelle et ce qui peut relever d'un partage beaucoup plus général, de donner les clés
de la pratique, c'est ce qui me guide aussi dans mon écriture actuelle. Ouais. Mais alors oui, le souci de professionnalisation, on va dire que au début de mon blog, je l'avais pas ou pas du tout. Ensuite, c'est vrai que mon blog était aussi devenu déjà un média, quoi. Donc déjà à l'époque, on commençait ouais, à m'inviter à la fois pour les magazines et pour mon blog, ce qui était un peu le tout début de ce type de médias. Ouais. Donc après là Ok. maintenant mon blog est... L'objectif à ce moment-là, c'était déjà de pouvoir en vivre un jour ou c'est quelque chose qui arrivait ensuite? Alors bah l'idée d'en faire mon métier à temps plein, bon ça a été assez rapide. Je m'ennuyais un peu dans mon premier métier de directeur de bibliothèque. Et puis bon, comme je courais vraiment beaucoup à l'époque, je partais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voyais aussi que dans la presse, dans les médias, tout allait plus vite aussi. Ça me plaisait bien. Il y avait une efficacité. On perdait pas tant de temps que ça en réunion par rapport à la fonction publique, tout ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai franchi le pas. Alors c'est vrai aussi que donc à l'époque, quand je faisais ça, on parlait de mon métier, j'étais déjà payé un peu à la pige hein, dans la presse magazine. Mais c'est vrai que là, pour le coup, et puis après, oui, pour le blog, c'était plutôt des invitations hein, à l'époque. Hein, c'était vraiment, bon, ça me permettait déjà de voyager, de faire des courses sans avoir à payer l'inscription. C'est des petits trucs comme ça. Après, quand j'ai franchi le pas de prendre une disponibilité de la fonction publique et de vivre à 100% du journalisme spécialisé, là, ça a été quand même assez compliqué pendant les 3 4 premières années. Il fallait, voilà, après, je pouvais me le permettre. À l'époque, j'étais tout seul. J'avais 30 ans quand même, mais bon, c'était pas, voilà. Mais c'est vrai que les 3 premières années, surtout quand j'écrivais essentiellement pour la presse course à pied, là, c'était compliqué. Et à l'époque, disons, générer un revenu avec le blogging, c'était quand même, c'était pas encore vraiment possible, quoi. Hein. Même en étant on va dire, dans les blogs repérés et tout ça, c'était pas, en 2010, 2009, on n'en vivait pas. Donc, compliqué, quoi. Donc voilà. Mais après, bon, après, bah, j'ai pu quand même franchir le pas, gagner une certaine notoriété, ce qui m'a permis voilà, d'écrire davantage et voilà. Puis ensuite, j'ai pu en faire vraiment, vraiment mon métier. Mais après, oui, il fallait pas se décourager tout de suite, quoi. C'était pas non plus si simple que ça. Mais ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Hein. Voilà. T'as écrit aussi des livres, me semble-t-il. Oui, oui, Qu'est-ce oui. qui, à quelle période de ta vie t'as décidé de... Parce que c'est quand même un autre projet que des articles. À quel Ouais, tout moment à fait. Oui, oui, c'est vrai que tu as voulu créer ce premier livre? ouais, ouais, bah c'est vrai que c'est des projets enfin oui, plus longs, plus complexes hein, que l'écriture d'articles. Alors mon premier livre, bah, il m'est venu un peu, enfin j'avais toujours eu l'idée, hein, le rêve d'écrire un livre, hein, qui est commun à pas mal de gens. Puis c'est vrai que le livre, c'était quand même aussi mon univers depuis que je suis enfant. Hein. J'ai un peu au milieu des livres, donc c'est vraiment quelque chose. Voilà, j'étais aussi conservateur de bibliothèque, c'est pas non plus un hasard. Donc c'est voilà, j'ai toujours eu cette envie d'écrire des livres, de faire des livres, même les écrire. Puis j'aimais beaucoup aussi l'illustration, donc le livre illustré, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Quand j'étais enfant, mon premier rêve d'enfant, c'était d'être auteur de bande dessinée, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai réalisé depuis, mais enfin, ça a pris du temps. Et en fait, le premier, disons, la première concrétisation de projet de livre, c'était justement suite à mon premier voyage vers Saint-Jacques, où là, bah, du coup, j'écrivais tous les soirs vraiment un compte rendu, mais déjà vraiment rédigé de ce qui m'arrivait. Hein. C'était aussi, ça faisait partie du défi d'ailleurs, de réussir à poster tous les soirs sur mon blog et sur les réseaux sociaux quelque chose voilà, d'assez construit où je racontais vraiment l'étape du jour et tout ça. Et à la suite de ça, je me suis dit, bon, j'ai quand même un peu d'une matière première intéressante pour peut-être envisager de faire un livre. Alors à l'époque, j'en avais parlé avec Joël Doud,
Outdoor Edition, hein, voilà, des choses, puisque du coup, maintenant, donc à l'époque, j'étais pigiste pour eux, pour travailler en Endurance Mag, et donc ils avaient accepté d'éditer cet ouvrage qui avait été aussi illustré par Mathieu Forichon, qu'on connaît bien dans le trail grâce à Des Bosses et des Bulles. Voilà, qui se lançait aussi, hein, c'était le début de son blog, et voilà, de cette série de dessins humoristiques. Et donc on avait fait ça, c'était une chouette collaboration. Et puis bah voilà, mon premier livre qui s'appelle toujours d'ailleurs Pèlerin Express a été édité en 2013. Et alors depuis, bah j'ai pas mal, alors je me suis dit pas mal diversifié, hein. J'ai surtout publié des beaux livres, hein, des beaux livres d'inspiration, alors essentiellement sur la randonnée, sur le voyage à vélo, un petit peu quand même sur le trail et la course à pied. Et donc c'est beaucoup des beaux livres, parfois des guides pratiques aussi. Voilà, puis depuis l'an dernier, je scénarise aussi des mangas naturalistes, hein, voilà, donc une bande dessinée à la japonaise, mais qui se passe évidemment sur les chemins essentiellement, puisque l'histoire c'est une bande d'adolescents à qui il arrive plein d'aventures à travers les différents milieux naturels et les chemins en France, hein, enfin voilà. Et donc j'en suis une trentaine d'ouvrages. Là, je crois que j'ai justement mon 30e livre qui doit paraître le mois prochain. Voilà. Entre ceux qui vont, il y en a un qui paraît la semaine prochaine, et puis un autre. Donc voilà, je dois être à peu près à 30 ouvrages publiés, assez divers. Et c'est vrai que oui, c'est des choses enfin, qui sont importantes pour moi. Ouais. C'est toujours des beaux projets en fait. Un livre, ouais, il y a toujours un projet de départ, et puis on est quand même toujours très satisfait de voir son aboutissement, la maquette. Il y a toujours quand même une satisfaction de le voir en librairie et tout ça, même si je commence à y être habitué, mais c'est quand même, ouais, ça fait un plus. C'est vrai que bon, un magazine quand il sort, je suis content, mais un livre, c'est encore une émotion différente. Ok, donc si je comprends bien, c'est essentiellement des livres plutôt documentaires et un petit peu Oui, de oui. fiction, Ouais, 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 la philosophie fiction. fiction même un peu, si j'ai envie de dire. Alors, ouais, alors autofiction, il y en a eu un. Non, il y en a pas vraiment eu. Il y a eu du récit de voyage. Il y a eu un Non, essai. philosophie fiction, je te dis. Ah, pardon. Oui, oui, oui. Oui, oui, bah oui. Un essai, ouais, un essai philosophique, ouais, on peut l'appeler, en tout cas. Voilà, une réflexion. Il y a aussi eu un livre, bah, qui peut intéresser les passionnés de course à pied, que j'ai publié l'été dernier, donc qui s'appelle Les 50 coureurs qui ont marqué l'histoire. Ça, c'est plus vraiment un livre d'histoire de la course à pied. C'est 50 destins de coureurs, alors qui ont marqué l'histoire de la course à pied par leur performance, mais qui aussi ont eu des destinées souvent tragiques, mais voilà, marquées, on va dire, par la grande histoire qui a influé sur leur vie au-delà même de leur trajectoire et de leur succès sportif. Donc, bah, évidemment, il y a des figures très connues, hein, Zatopek, Jess Owens, il y a Usain Bolt, mais il y a aussi des athlètes moins, bah, qu'on a davantage oubliés, hein, donc, et qui ont eu, ouais, des destins tragiques parce qu'ils ont connu la guerre, parce que le vent de l'histoire les a poussés alors même que justement leur notoriété sportive a, ouais, a complètement changé la destinée de ces personnes qui étaient parfois issues de milieux très modestes et tout. Et voilà, c'est ce qui m'avait pas mal vraiment intéressé dans ces 50 figures-là, même si c'était difficile de choisir entre la, la foule d'athlètes qui auraient pu figurer dans le livre. Mais voilà, donc ça, c'est un beau livre aussi, hein, il est illustré, mais il y a vraiment, voilà, ces 50 destins d'hommes et de femmes qui ont marqué la course à pied, et dont la vie a été marquée par la course à pied et par la grande marche du monde, si on peut dire. Et puis après, oui, alors en fiction, je débute, hein, très, très modestement, donc par une série de mangas qui s'appelle 3, 2, 1, Go. Alors l'idée en fait c'est de sensibiliser les adolescents à des problématiques environnementales locales surtout, puisqu'à chaque fois en fait il y a un partenaire, hein, dans cette série de mangas,
Et donc les héros sont... Alors il y a une quête hein, qui va d'épisode en épisode, mais à chaque fois ils sont transportés dans un lieu où il y a un autre, voilà, un mystère, hein, quelque chose, voilà. Et c'est toujours lié, le premier, ça se passait sur les Causses et Cévennes, donc c'était lié à l'agropastoralisme, hein, on va dire, il y a toujours un méchant qui veut perturber l'équilibre écologique, et heureusement, voilà, les enfants et puis ils sont accompagnés d'un lapin avec des super pouvoirs, donc ils arrivent toujours à contrecarrer les plans de ce méchant. Et là, le deuxième tome sort ce mois-ci, et ça se passe dans l'Ain, et je suis content parce que du coup, voilà, il sera distribué à tous les élèves de sixième de l'Ain, qui sont en sixième dans l'Ain cette année. Donc il y a quand même 10 000 élèves qui vont recevoir et j'espère lire ce manga. Donc c'est quand même une chouette. Voilà. Puis alors là, pour le coup, c'est un mode d'écriture complètement différent, et c'est vraiment sympa aussi comme projet. Voilà, je collabore aussi avec un dessinateur qui s'appelle Cédric Piffard. Et puis l'éditeur, c'est Yann chez Belle Balade Édition, qui s'implique vraiment complètement aussi dans ce projet-là. Et c'est des projets totalement différents encore des beaux livres que je peux faire par ailleurs, même si les beaux livres sur la randonnée, sur le trail, ça reste aussi des beaux projets et des belles aventures. Ok. Est-ce que le sujet on va dire de l'évolution de la pratique de la course à pied, du trail au fil du temps sur les 20, 30, 40 dernières années, c'est quelque chose que tu as documenté aussi? Oui, alors notamment sur le trail, j'ai écrit alors là, on va dire, c'est un chapitre d'un livre dont je suis le co-auteur, qui s'appelle Révolution Trail. Le reste du livre, c'est sur l'entraînement. C'est fait par Véronique Billat, qui est une chercheuse en physiologie qui est très réputée. Alors moi, voilà, pour compléter justement ces propos, j'ai écrit un peu voilà, un gros chapitre sur l'histoire du trail, et justement sur l'évolution très rapide hein, de cette pratique. Je donne également un cours sur l'histoire du trail tous les ans. Il y a un DU qui est enfin, à à l'université de Grenoble, hein. Donc je donne tous les ans un cours sur cette histoire du trail. Et dans l'histoire du trail, qui est très récente, mais qui a quand même cette particularité d'avoir connu une explosion, une accélération très forte. Voilà, j'ai pu noter toute l'évolution de cette pratique, qui s'inscrit aussi dans l'évolution globale de la pratique de la course à pied, quoi. Et qui est encore vraiment en mouvement important et permanent. Et ça, c'est vrai que ce sont des phénomènes intéressants à observer, hein. Si je prends la course à pied quand j'ai commencé, hein, donc en 1990, c'était une discipline populaire. Il y avait déjà des courses, il y avait déjà des gens qui couraient pour leur plaisir, qui faisaient des semi-marathons le dimanche, etc. C'était pas, voilà, on n'était pas non plus complètement des hurluberlus, même si typiquement, moi, quand j'en faisais au collège, quand je faisais du demi-fond long ou du fond, notamment au lycée, personne ne le faisait, hein. Moi, j'ai revu mes copains de lycée, ils s'étaient tous mis à la course à pied. Je trouvais ça marrant parce que à l'époque, ils me prenaient tous pour un débile, quoi. Enfin, donc ça a beaucoup évolué, notamment chez les plus jeunes. On voyait aussi très peu, typiquement, des jeunes filles qui couraient. Maintenant, j'en vois vraiment énormément partout. Dans le trail, ça s'est aussi beaucoup rajeuni et beaucoup féminisé, mais typiquement à l'époque, il y en avait pas tant que ça. Et voilà, il y a vraiment eu des changements assez profonds. Je veux dire, la course à pied, c'était un peu un sport qui commençait à se populariser, mais qui attirait quand même beaucoup de gens entre, allez, hein, passé 30 ans, voire 35, voire 40, plutôt des hommes et tout. Et maintenant, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est devenu quelque chose à la mode, mais au-delà même d'un effet de mode à un instant T. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans la société, quoi. Et donc ça, je pense qu'il y a vraiment une très forte évolution, et on le voit encore avec
la popularité de la pratique, le succès aussi des courses, hein, qui est vraiment très très impressionnant, qui a connu un coup d'arrêt avec le Covid, mais là c'est à nouveau reparti vraiment à la hausse. Donc ouais, ce sont des phénomènes assez intéressants à observer. Et puis pour le coup, moi, je suis plutôt content quand même que ça se soit voilà, tant dynamisé, tant popularisé, parce que c'est vrai que c'était quand même une pratique moins répandue et moins acceptée peut-être aussi il y a 20 ans ou 30 ans. Enfin, c'était accepté, mais c'était pas aussi populaire. Maintenant, enfin, typiquement, vous êtes dans un café ou un restaurant, vous tendez l'oreille, même à une conversation dans les tables à côté, c'est vraiment très peu rare que les gens ne parlent pas de trail ou de course à pied, quoi. Et à l'inverse, est-ce que tu as vu on va dire des côtés négatifs au fait que la pratique du trail et la course à pied se popularise, peut-être plus du trail d'ailleurs? Ouais, alors bah, sur le trail, évidemment, il y a toujours le côté, mais qu'on observe aussi en randonnée avec, bah, notamment depuis le Covid, il y a des gens qui s'y mettent sans trop avoir les bases ou les codes des milieux naturels ça se pratique, hein, donc il peut y avoir des comportements dangereux, ça c'est surtout, enfin, c'est malheureux surtout pour les concernés, hein, mais bon, voilà, et ça peut mettre en péril aussi un peu les autres. Et c'est vrai que sur le trail, ça peut vraiment être embêtant, enfin, notamment quand on le pratique en milieu montagnard, parce qu'il y a quand même des dangers qu'il faut prendre en compte, un équipement qui est nécessaire quand même. Il y a aussi le danger des trailers qui s'aventurent au-delà de l'espace, on va dire, normal pour le trail, c'est-à-dire ça reste une pratique qui doit se faire sur les sentiers et pas forcément, typiquement pas sur des glaciers ou des choses comme ça, mais bon ça, voilà, sauf en cas de surexpertise, mais bon tout le monde n'est pas Kylian Jornet. Donc ça oui, il y a ces petits risques-là, mais bon après il reste à mon sens quand même assez mineur par rapport à voilà, au fait que la popularité de la discipline apporte plutôt, je pense, des choses positives. Bien sûr, ouais, bah, c'est toujours pareil, dès qu'il y a quelque chose qui devient très populaire, il y a un petit risque de gens voilà, qui s'y lancent sans avoir vraiment les bases et sans se soucier, on va dire, voilà, des choses élémentaires, à la fois par rapport au respect de l'environnement et pour leur sécurité. Mais en dehors de ces choses-là, moi, je vois pas ça d'un œil négatif du tout. Bien sûr. Bah, écoute, on arrive, bientôt à la fin de l'interview. Avant de passer aux trois petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder ou un message que tu aimerais faire passer? Bah écoute, un message, non, bah un message si, pour le coup, je dirais bien justement aux gens voilà, de diversifier leurs pratiques, de pas se focaliser uniquement sur la performance. Et je pense qu'il y a vraiment plein, plein de plaisir à trouver ne serait-ce que dans le contact voilà, de son corps en mouvement dans la nature. Je pense que ça, c'est presque le plus important, avec tout ce que ça peut générer aussi comme activation intellectuelle et comme bien-être à la fois corporel et spirituel, et aussi même dans ce que ça peut apporter ouais, dans la capacité de réflexion, dans la prise de recul et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment une activité, le fait de courir et même de marcher aussi et de faire du vélo, qui peut apporter tellement de choses dans tous ces domaines-là. Et ce bien-être général. Voilà. OK. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de l'essor du minimalisme? La de tu vois, de l'essor du minimalisme, du retour à des pratiques, bah, plus naturelles justement, peut-être moins utiliser les bâtons, des chaussures, bah, plus minimalistes, voire en sandales ou ce genre de choses. Ouais, Qu'est-ce que alors tu en bah penses? alors là pour le coup là c'est pareil. Alors pour le coup, je pense qu'il y a aussi un petit problème de sécurité parfois avec ce type d'équipement, notamment en montagne.
Donc oui, alors le fait de la sensation pure de courir avec des chaussures très proches du sol et tout, elle est agréable, elle est intéressante. Après, alors c'est vrai aussi qu'il y a toute une problématique de pathologie et de blessures qui sont liées à ce type voilà, d'équipement, parce que malgré tout, bah, typiquement, ça avait l'essor des chaussures minimalistes, hein, on a quand même vu qu'il y avait eu une, une forte hausse des fractures de fatigue, des métatarses et tout ça, parce que bah, tout le monde n'est pas adapté avec une vie, justement, une vie moderne, et puis voilà, un poids, tout ça. Enfin, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a ce rêve de justement de courir léger et tout, et puis finalement la réalité. Donc, je pense que là, sur l'équipement, il faut juste trouver l'équipement qui permette de se sentir le mieux possible, et voilà. Donc moi, j'ai pas d'avis très tranché sur ces. J'ai bien aimé les Ok. chaussures minimalistes quand elles sont arrivées, mais en même temps, voilà, je pense qu'elles sont pas à mettre exactement sur tous les pieds, et avec voilà. Après, sur bah, l'utilisation des bâtons et tout, ça dépend, hein, ça dépend toujours pareil, ça dépend du milieu, hein, après, moi, je sais que j'aime bien les utiliser pour le coup, en montagne et tout, puis c'est vrai que ça permet quand même de soulager pas mal le travail des jambes, donc, et de marcher vite, c'est ce qui est pas mal aussi avec les bâtons quand on a plus de mal à courir. Donc, j'ai pas un avis tranché sur cet aspect-là. Ok. Si peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur le fait des blessures et tout, aussi il y a peut-être le fait de manquer de progressivité. C'est sûr, si on a couru en chaussures maximalistes pendant 20 ans et que du jour au lendemain on passe sur quelque chose de très minimaliste, forcément le corps est peut-être pas aussi Ah prêt oui, à oui, bah, encaisser ça. de Mais toute façon, la progressivité, pour le coup, dans l'entraînement, dans la pratique, ça, pour le coup, c'est toujours enfin, c'est quelque chose que j'écris souvent dans les conseils d'entraînement, les choses comme ça que j'ai pu écrire. C'est vrai qu'il faut respecter. Et ça, c'est peut-être un des risques, effectivement, justement, de cette forte popularité du trail et de la course à pied. C'est que, bon, bah, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent sans que leur corps soit préparé pour ça. Et bon, même s'ils ont des aptitudes et tout, ils peuvent bah, mettre un peu la charrue avant les bœufs et avoir tendance à passer trop vite à des distances longues ou à un entraînement trop intensif, etc. Ça, il faut toujours la progressivité, c'est un peu quand même une règle d'or dans la préparation, parce que sinon, bah, effectivement, on- soit on se dégoûte, soit on se fatigue, soit on se blesse. Donc c'est pas, voilà, il faut effectivement mieux y aller progressivement, et notamment sur les distances abordées en compétition. Même si c'est vrai que maintenant, peut-être que en trail, l'attirance pour l'ultra est peut-être un peu moins nette, que c'est un peu moins qu'il y a une dizaine d'années où c'était vraiment le Graal, de faire absolument toujours les plus longues distances possibles. Mais voilà, je pense que ça peut toujours continuer à faire rêver, mais je pense que la progressivité, oui, ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et pour l'équipement aussi, ouais, tout à fait. du coup, pour conclure l'interview, j'ai trois petites questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Alors, bah, des livres, évidemment, j'en ai beaucoup qui m'ont marqué. Alors, là, comme ça, j'ai mal préparé parce que j'ai pas, j'ai pas un livre, T'as le voilà, temps de réfléchir un petit peu. tout de suite, tout de suite. Tu Hmm, peux prendre quelques minutes pour réfléchir, ouais, bon, je t'en prie, après, t'inquiète pas. non, non, après, si, je pense que moi, c'est surtout finalement les lectures qui m'ont le plus marqué, c'est des lectures d'enfance en fait, hein, parce que c'est là que tu te construis le plus, hein, et je pense que voilà, moi, dans mon parcours de vie, j'ai quand même été un peu inspiré. Alors ça va faire sourire, mais voilà, la figure de Tintin, typiquement, hein, ce petit reporter voilà, qui a des aventures un peu partout dans le monde et tout ça, je pense que ça a pas mal guidé, mm, alors peut-être pas ma carrière de journaliste, mais enfin une certaine façon voilà, d'envisager les choses, de vivre les choses un peu
à fond, un peu de façon indépendante aussi. Et voilà, c'est une lecture qui m'a marqué. Alors même si évidemment elle est très ancrée dans le XXe siècle et qu'on est passé un peu à d'autres choses, mais voilà, je pense que c'est des lectures d'enfance qui forcément forgent aussi l'imaginaire. Donc j'aurais tendance à voilà à retenir celle-là, mais il y en a beaucoup d'autres hein, qui, qui m'ont Ok. marqué. Tout à l'heure, quand tu parlais des mangas, il y en a un qui m'est venu en tête, je sais pas si tu le connais, c'est de Paolo Coelho, le chemin de Compostelle, je crois, ou le pèlerin de Compostelle, le Oui, titre. oui, oui, qui a été adapté, ouais, ouais. Oui, bah tout à fait. Alors ça, Tu le connaissais aussi, ouais. ouais, bien sûr, ouais, ouais, je connais le livre. Hein, enfin, du coup, c'était un roman à la base. Et oui, j'avais vu l'adaptation en bande dessinée, ouais, tout à fait. Attends là, ouais. Du coup, deuxième question. Ouais. S'il y avait une seule valeur que tu aimerais transmettre à la prochaine génération de sportifs, laquelle serait-elle? Alors, une valeur. Bah, je pense qu'il faut, à mon avis, faut toujours rester humble hein, quand on fait du sport. À la fois par rapport à ses ambitions, ses capacités, même s'il faut pas non plus se restreindre, mais quand même si par rapport notamment sur le trail, sur les sports de pleine nature, il faut toujours rester humble par rapport aux éléments naturels qui sont quand même toujours les plus forts. Hein. On ne conquiert pas la montagne en courant, même si on peut avoir un peu cette espèce d'euphorie de se mouvoir vite et de voilà dans des fantastiques paysages, mais c'est vrai qu'il faut toujours garder ça à l'esprit que voilà ce caractère fragile de notre corps de nos existences, notamment comparé voilà, à la force des éléments, mais qu'on ressent aussi fortement, je pense, justement, en pratiquant vraiment au sein de la nature, comme ça. Donc, ouais, j'aurais dit, ouais, rester humble par rapport à ça, et puis plus globalement aussi, même. Donc, ouais, l'humilité, on va dire. Voilà. Tout Ok, sans ça me non va. plus. Voilà. Et pour finir, est-ce qu'il y aurait une petite anecdote de sport que tu voudrais bien nous raconter? Eh ben écoute, une anecdote, oui, oui, alors qui remonte au temps où je courais un peu plus vite. Et en fait, je participais, donc j'avais 22 ans, ouais, quelque chose comme ça devait être en 2000, hein, donc non, j'avais, oui, 22 ans. Et je participais au championnat de France du 10 000 mètres sur piste, hein, donc une épreuve assez élitiste. Et bon, ce jour-là, j'étais malade, hein, j'avais une bonne crève, comme on dit. Et en plus, bon, c'est vrai que j'étais espoir, donc les espoirs, on courait avec les seniors, donc on était un peu les plus jeunes de la course et forcément parmi les moins performants. Et ce jour-là, c'était à Lille, hein, sur le stade de Villeneuve-d'Ascq, c'était intégré au meeting international de Villeneuve-d'Ascq. Et j'étais le plus lent des coureurs, puisque j'étais malade. Et il faisait très très chaud en plus, donc sur la trentaine de coureurs engagés, il y avait eu il y a plus de la moitié d'abandon. J'avais fini 15e hein, finalement des championnats de France du 10 000 mètres. Et je me souviens bien que ce jour-là, le speaker du meeting hein, du meeting international d'athlétisme, hein, qui est un commentateur et speaker qu'on voit sévir encore très très fréquemment hein, dans les meetings internationaux et sur certaines télévisions aussi. Il m'avait gentiment dit quand je passais, alors que bon, je peinais parce qu'évidemment j'étais malade, c'était dur, mais bon, j'avais décidé de terminer la course, qui me semblait être quelque chose de plutôt bien, de ne pas abandonner, ça faisait partie enfin voilà, des choses que j'avais en tête ce jour-là. Et il avait dit, Sylvain Bazin va lui donner la clé du stade et il fermera. Et alors, j'avais trouvé ça d'un irrespect quand même assez sensationnel. D'autant plus qu'à l'époque, je courais déjà des courses populaires, des trails, des courses sur route, où finalement les derniers sont fêtés comme les premiers, où on respecte l'effort de chacun. Et j'avais trouvé ça assez caractéristique de certains milieux de l'athlétisme, des médias aussi. Et je pense que heureusement, ce type voilà, de discours, même si c'était pour rire, mais c'était quand même très, 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 ouais, très moqueur et irrespectueux, parce qu'en plus, j'étais quand même pas non plus
Voilà, moi, j'avais pas abandonné ce jour-là, hein, j'avais fini mon 10 000 en 33 minutes. Alors certes, c'était pas une grosse performance, mais enfin, quand même, c'était le championnat de France. J'aurais pu mettre le clignotant comme beaucoup qui étaient déçus ce jour-là. Et ouais, j'avais trouvé ça très très irrespectueux. Mais je pense quand même que voilà, ce type d'état d'esprit se rencontre heureusement moins dans la course à pied contemporaine et qu'on respecte justement l'effort de chacun et peut-être encore bien plus même ces toutes dernières années, depuis que le running est vraiment populaire et qu'on respecte les gens, bah même s'ils courent le marathon en 6 heures, même si ils vont très très peu vite. Alors évidemment, sur le trail, il y a la question des barrières horaires parce que bah, au bout d'un moment, les bénévoles, faut aussi respecter leur temps sur place. Mais enfin voilà, l'effort de chacun est respecté. Et ça, je trouve que c'est une très belle avancée par rapport à ce speaker qui est pourtant quelqu'un de reconnu dans sa profession mais qui n'avait finalement aucun respect. Voilà. Ouais, mais c'est bien que tu mettes ça en lumière. Enfin, surtout, je pense à 22 ans, je pense que ça peut, en dégoûter certains à vie peut-être après ce genre de remarques. Donc, ouais, Ouais, comme tu disais, je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas ou si, alors je sais pas c'est s'il le fait encore, hein, puisque malheureusement je le vois encore assez souvent, voilà. Mais bon, je pense qu'il, voilà, on va lui pardonner, on donnera pas son nom, hein, même si je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être reconnu. Mais, euh, mais bon, voilà, ouais, ouais, c'était ce style d'humour en tout cas qui pouvait avoir cours et effectivement, je trouve que c'est quand même, voilà, même pour le jeune athlète que j'étais alors, ouais, c'était pas une marque de, voilà, ni de respect ni d'encouragement. Bah, en tout cas, je te remercie pour le partage. Avant de se quitter, est-ce que tu as des liens, des sites à partager à nos auditeurs pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Ouais, alors bah, mon site perso, il est plus très à jour, hein, mais c'est sylvainbazin.com, on peut toujours le consulter. Sinon, il y a le site de mon magazine, hein, Trek Mag, pour ceux qui veulent se renseigner davantage. Alors là, sur le trek. Et puis c'est vrai que maintenant, bah, comme on vient de reprendre aussi Trail Endurance Mag, hein, pour les passionnés de trail, ils peuvent se rendre évidemment sur trailendurancemag.com. OK, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup. Je partagerai tout ça en description et sur ce, bah, je te souhaite, une très bonne journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci à toi, Elodie, et puis très bonne journée également. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.